Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 12e webinaire de patrimoine nucléaire et climat consacré aux défis industriels de la relance du nucléaire en France. Olivier Barre, bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de plonger dans notre discussion, pourriez-vous nous parler un peu de vous et de votre rôle en tant que délégué général du groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, le GIFEN? Bonsoir Alban, bonsoir à tous. Je m'appelle Olivier Barre, je suis effectivement le délégué général du GIFEN, qui est le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire. Donc c'est le syndicat professionnel qui regroupe toute la filière nucléaire, toutes les entreprises de la filière, des exploitants jusqu'aux plus petites des entreprises de la supply chain. Donc en passant par les ETI, c'est plusieurs centaines d'entreprises. On a aujourd'hui 500 membres à peu près qui représentent l'essentiel des entreprises cœur de la filière française. Merci. Donc, nous aborderons une série de questions sur le nouveau programme nucléaire, incluant celles soumises par vous, notre audience en amont, et nous passerons ensuite aux questions en direct via le chat. Donc, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure du webinaire. Première question, comment le nouveau programme nucléaire peut-il contribuer au développement économique de la France? Si vous voulez, je pense qu'il peut contribuer de deux manières. En tant que programme industriel en soi, et donc il représente une activité industrielle avec de l'emploi, et puis il porte sur un objet, l'énergie, qui est absolument vital pour l'économie en général, pour toute activité économique dans notre pays comme n'importe où ailleurs. Or, pourquoi est-ce que cette contribution a vocation à être positive? Parce que, bon, je pense qu'on le sait tous, l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, pilotable, qui bénéficie d'une très grande densité, puisqu'on va exploiter l'énergie à l'intérieur des atomes. Donc, on a une énergie très, très dense, donc très économe en ressources naturelles, en ressources foncières, etc. Donc en soi, le déploiement de l'énergie nucléaire est bénéfique pour le soutien à l'économie à ressources données. Et puis la relance d'un programme industriel, d'un programme nucléaire tel qu'on est en train de le vivre, hein, qui est un moment historique. Ça ressemble beaucoup au lancement du programme d'équipement nucléaire il y a maintenant 50 ans. C'est aussi potentiellement un moteur très important dans une politique de réindustrialisation telle que l'a notre pays aujourd'hui. Ça veut dire des emplois, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, les formations qui viennent avec, et donc globalement un moteur dans cette dynamique industrielle. D'accord. Merci. Donc, à ce propos, la France dispose-t-elle des ressources industrielles et humaines nécessaires pour répondre aux besoins de ce programme? Oui, je pense qu'on a la chance d'avoir une filière industrielle nucléaire qui est complète. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui disposent d'une telle filière, hein. On est au même rang que les États-Unis, les Chinois, par exemple, quelques autres, mais un nombre très réduit de pays qui disposent de cet atout. Une filière complète, ça veut dire des exploitants sur l'ensemble de la chaîne de valeur autour du cycle du combustible, des réacteurs, de la gestion des déchets, mais aussi en profondeur toute une supply chain qui est capable de soutenir ces exploitants avec des activités de fabrication d'équipements, de travaux, d'ingénierie, d'essais, etc. Donc c'est une filière qui est restée complète. D'abord parce qu'elle hérite du grand programme, de la grande aventure des années 80-90, qu'elle a continué d'entretenir son activité de construction avec quelques projets alors ponctuels en France ou en Europe ou à l'étranger, et aussi et surtout pour deux raisons majeures. La première, c'est que on est l'exploitant de l'un des plus grands parcs au monde. Donc ça, en soi, ça entretient les centaines d'entreprises dont je parlais tout à l'heure et les 200 000 emplois à peu près de la filière. Et la deuxième chose, c'est que la plupart de ces entreprises, à peu près 80% des entreprises de la filière, ne travaillent pas que pour le nucléaire. Elles travaillent aussi pour d'autres secteurs comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme la défense, comme la pharma. Donc on a globalement une filière qui est complète, qui est compétente et qui redevient attractive. Alors évidemment, on est dans un environnement, je vais pas être
comment dire, caricaturellement positive. On est évidemment dans un contexte qui est beaucoup moins industriel qu'il y a 50 ans. Donc ça, c'est évidemment un facteur de difficulté. C'est en ça que le programme présente un intérêt moteur. Mais c'est un contexte qu'il faut dépasser. On a un enjeu d'attractivité vers les métiers techniques, vers les métiers scientifiques, vers les métiers industriels. Mais c'est pas spécifique au nucléaire. Et contrairement à il y a quelques années, au contraire, le nucléaire est plutôt un des secteurs dans l'industrie qui attire pour la raison, exactement pour la raison de votre première question. C'est-à-dire que c'est une énergie, c'est une activité dont les gens comprennent bien qu'elle a un sens et qu'elle a une utilité dans le développement économique et dans la vie quotidienne. Merci. Donc, vous vous appuyez principalement sur le rapport match dans cette analyse. Pourriez-vous nous en décrire les méthodes de travail employées pour le réaliser? Oui, le programme Match, c'est un programme que la filière a lancé il y a quelques années et qui est piloté par le GIFEN, dont on a publié le premier rapport l'année dernière. Et d'ailleurs, on est en train de travailler à la mise à jour annuelle, puisqu'on avait promis une mise à jour annuelle. Donc, on devrait avoir des éléments adaptés ou ajustés, mis à jour à l'été qui vient. Et ce programme, il sert en fait à mesurer et à piloter la mise en adéquation entre les ressources de la filière et ses besoins. Donc ça part du plan de charge de la filière, c'est-à-dire que c'est un inventaire de tous les programmes, enfin de tous les composantes de programmes, des projets, que ce soit les réacteurs, les usines du cycle, les projets de recherche, les projets de l'ANDRA. On a étendu d'ailleurs le périmètre à la propulsion navale, parce que la propulsion navale n'est pas stricto sensu dans le secteur nucléaire civil, évidemment, mais partage la supply chain très largement avec le nucléaire civil. Et donc c'est intéressant de partager la visibilité sur les plans de charge. Et ce programme Match, le rapport de l'année dernière, avait amené à évaluer ensemble, donc avec l'ensemble des entreprises, on est une centaine d'entreprises qui avaient participé très activement à ces travaux, et on avait évalué dans notre vision à 10 ans la croissance de l'activité correspondant à la relance du programme nucléaire à environ 25%. C'est-à-dire qu'on passait, alors on avait regardé les métiers cœur, les métiers comme les soudeurs, les ingénieurs, les logisticiens, pas les comptables, les secrétaires et les chefs. Et donc, on avait regardé plutôt les métiers dits cœur, les métiers techniques. Et cette croissance de 25%, ça faisait passer de 125 000 emplois équivalents temps plein à 155 000. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas en train de refonder complètement une filière. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une filière complète. Il va falloir qu'elle se redéveloppe, qu'elle se redéploie pour faire face à une croissance d'activité de 25%, ce qui n'est pas négligeable du tout. C'est un vrai effort de mobilisation qui est à consentir, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est-à-dire, c'est une filière qui, pendant 25 ans, a exploité le parc hérité des 25 ans précédents et qui, aujourd'hui, doit remonter en puissance pour non seulement continuer à exploiter ses réacteurs et à prolonger son infrastructure en général, d'ailleurs ses réacteurs, ses installations du cycle, mais aussi commencer en parallèle à renouveler ces installations. Et cette croissance-là, encore une fois, elle est significative. Ça revient, globalement, ça revient à chaque fois qu'une personne va partir, on va dire va partir en retraite, il faudra en recruter 2. D'accord ? Donc c'est une accélération. C'est pas non plus insurmontable de notre point de vue. Si je peux me permettre juste de précision, c'est sur quelle plage temporelle vous vous basez dans cette étude et si la mise à jour reste sur une hypothèse de 25% de croissance? Alors, on regarde 10 ans. C'est-à-dire qu'on fait une projection sur 10 ans glissants. Donc, c'est à 10 ans qu'on évalue à une progression de 25%. La mise à jour, j'ai pas les résultats. On est en train de faire l'analyse. Je m'attends pas à ce que les données changent fondamentalement d'une année sur l'autre, mais c'est vrai que on complète la vision de programme. Par exemple, cette année, on va forcément tenir compte des orientations politiques qui ont été données sur l'avenir des installations de l'aval du cycle. Ou sur les travaux qui sont confiés au CEA, par exemple. Voilà. Donc ça c'est forcément des ajustements qui vont avoir lieu
du fait du calage progressif de la nature même du programme de relance. Ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que non seulement il permet de faire un diagnostic partagé, il permet aussi surtout d'orienter les actions, c'est-à-dire de voir dans les différents segments d'activité, la chaudronnerie, l'ingénierie, les génies civils, les essais et contrôles, etc., où sont les besoins et quand, et d'orienter les actions. Et le programme Match nous avait amené à structurer les actions de la filière, collectif de la filière, qu'on mène en cohérence au sein de la filière, sur trois pieds, je dirais, trois piliers. Le premier, évidemment, il va falloir recruter, il va falloir mobiliser, il va falloir former. Et donc ça permet d'alimenter tout le travail de caractérisation des ressources nécessaires à former, à recruter. Le deuxième pilier, il est très complémentaire, vous allez comprendre tout de suite, c'est que on peut pas se contenter d'ajouter des ressources, il faut aussi s'assurer que la machine qui va accélérer le fasse avec la meilleure efficacité. Donc il y a toutes les actions de l'ordre de la performance industrielle, de l'ordre de la performance opérationnelle, en termes d'excellence opérationnelle, en termes de qualité, faire bien du premier coup collectivement, en termes de digitalisation des process, de continuité numérique, enfin toutes ces activités qui sont pas nouvelles, hein, qui sont déjà engagées depuis quelques années, mais qui ont vocation à faire en sorte qu'on fasse les choses efficacement et donc qu'on ait besoin de moins de ressources pour faire la même chose. C'est là où c'est très complémentaire de la mobilisation des ressources. Et on peut espérer travailler à la fois sur la courbe des besoins en étant plus efficace et sur la courbe de mobilisation des ressources pour faire coller aux besoins. Et puis le troisième pied, c'est qu'on a besoin, je disais au début qu'on avait une filière qui était complète, il faut qu'elle le reste et il faut qu'elle soit composée d'entreprises qui soient robustes, qui soient économiquement durables et qui aient entre elles des modes partenariaux qui font que chacun gagne sa vie et chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, faire les investissements nécessaires. Et donc on va dire cette efficacité systémique organisationnelle de filière, on y est aussi vigilant dans nos travaux de filière. Et tout ça, c'est alimenter, c'est éclairer des données que l'on a tirées de notre étude match l'année dernière. D'accord. Donc, pour le dire clairement, les conclusions de l'étude confirment que les, les projets en simultané, qu'ils soient 6GO, de réacteurs, de propulsion ou RGH, sont tenables. Oui, je l'ai dit, Voilà, que ça une croissance de 25%, ça paraît pas insurmontable. Ça nécessite de s'organiser. Et c'est très bien d'ailleurs que la filière, à travers ce genre d'exercice, partage finalement l'information. C'était pas courant que les exploitants se réunissent et partagent leur vision sur leurs différents plans de charge et puissent coordonner finalement les besoins et dégager des synergies. Bien sûr. Donc, concernant la sous-traitance internationale, peut-être une question, quelle est la situation actuelle la concernant, notamment pour la fonderie ou d'autres aspects du programme? Ah, vous touchez le point sensible de la fonderie. Mais vous avez parfaitement raison. Alors, je voudrais dire quand même en préambule, avant d'aborder le sujet de la fonderie, qui est un vrai sujet, je n'oppose pas du tout le fait d'avoir une filière complète et d'avoir des objectifs d'indépendance, de souveraineté, de maîtrise complète, et le fait d'être ouvert à des partenariats internationaux. J'aurais même tendance à dire, c'est exactement le contraire. C'est précisément parce qu'on a une filière complète qu'on est costaud et qu'on est à l'aise, je dirais, dans nos compétences, qu'on est aussi à l'aise pour coopérer avec des filières homologues, avec des filières partenaires, pour bénéficier d'opportunités d'accès à des ressources complémentaires. Parce qu'on est, je dirais, performant, on peut parfaitement nouer des partenariats de pair entre entreprises qui homologuent. D'abord, ça permet, comme je le disais, d'accéder à des ressources complémentaires ponctuelles. Et quand il y a des pics de charge, ben, c'est bien de pouvoir partager de la charge. À l'inverse, ça ouvre des opportunités d'export. Ça ouvre à d'autres contextes de réalisation. Enfin, de manière générale, être ouvert me paraît absolument
crucial, indispensable et pas du tout un problème en termes d'indépendance et de souveraineté. Surtout pour une filière qui est capable de faire à peu près tout ce qu'elle a à faire. Ça n'empêche pas d'être en partenariat. Bon, la deuxième chose, c'est que on est évidemment sur un terrain européen. Enfin, on l'a bien vu sur le chantier de Flamanville récemment, les salariés sont très largement européens. C'était vrai en Finlande, c'est vrai en Angleterre. On a une filière française, mais avec un accès à des ressources qui sont aussi européennes. Et tant mieux, compte tenu des enjeux pour mobiliser les ressources nécessaires dans notre filière, comme dans d'autres industries. C'est très bien qu'on puisse bénéficier d'un accès à un marché européen de 500 millions de personnes et pas simplement d'un marché de 70 millions, enfin, d'une nation de 70 millions. Donc tout ça me paraît indispensable. Alors maintenant, je viens à votre question sur la fonderie. Quand on a fait l'analyse match, on n'a pas regardé que les ressources humaines, on a regardé aussi les capacités industrielles et on carotte comme ça segment par segment. Et effectivement, la fonderie est un segment dans lequel les entreprises se sont plutôt détournées du nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits fondeurs en France, sauf que le nucléaire est un segment, est un secteur d'activité qui leur demande des petites quantités et qui a des exigences très particulières. C'est des entreprises qui sont au fin fond de la supply chain, donc qui sont en rang 2, 3, 4. Et clairement, elles n'ont pas été mises dans des conditions économiques ou de visibilité ou de plan de charge qui leur a permis d'investir. Et donc, globalement, la filière s'est tournée vers de la fonderie étrangère, italienne. Et maintenant, vous parlez des équipementiers, ils vous parlent de fonderie en Inde ou en Corée. Et donc ça, alors, est-ce que c'est un problème pour réaliser le programme? Non, il n'y a pas d'alerte aujourd'hui sur l'approvisionnement des pièces, enfin des pièces de fonderie nécessaires pour faire les équipements. Ceci étant, en tant que syndicat professionnel de la filière française, c'est normal qu'on se demande s'il n'y a pas une opportunité avec un programme de relance de reconstituer une fonderie française qui réponde intégralement à notre besoin. Encore une fois, c'est pas très grave d'aller acheter en Italie, hein, mais, euh, mais il faut quand même qu'on regarde s'il n'y a pas une opportunité de profiter de ce moteur industriel dont je parlais tout à l'heure pour relancer une fonderie. Ça, c'est devant nous et je ne sais pas exactement comment ça va. Enfin, quelle orientation ça prendra. Ça fait partie des travaux à mener. D'accord, merci. Donc, on peut peut-être passer sur le recrutement qui est vraiment au cœur aussi des enjeux du rapport match. Ouais. Bon, voilà, tout simplement, quels sont les principaux défis que doit relever la filière et quel est le plan d'action pour les relever? Alors, je vais revenir à notre socle, le programme match. J'ai dit 25% de croissance. Ça représente donc sur nos activités cœur 60 000 emplois, enfin équivalents temps plein nouveaux sur la période des 10 ans. Quand vous extrapolez ça à l'ensemble de la filière, c'est-à-dire tous les métiers, y compris les métiers qui sont pas cœur, on retrouve le chiffre qui avait circulé, qui est de l'ordre de 100 000 ETP, emplois équivalents temps plein, sur les 10 ans. Donc c'est significatif, c'est des gros recrutements. C'est une accélération en tout cas par rapport aux pratiques en régime permanent actuel. Donc ça pose des enjeux de sourcing. Pour ça, il faut s'assurer que les gens qu'on accède à des jeunes qui sont formés ou à des reconversions, mais de manière générale à ce que les filières amènent bien à la porte du nucléaire. Et deuxièmement, quand les gens entrent dans le nucléaire, qui gagnent en expérience le plus rapidement possible. Donc ça fait l'objet d'un plan d'action pour la filière qui est conduit par l'Université des métiers du nucléaire. On a fondé, le GIFEN a participé à la création de l'Université des métiers du nucléaire en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et cette organisation a pour mission précisément d'interagir avec tout le milieu de l'éducation, et notamment dans les régions, parce que c'est évidemment un sujet qui est très régionalisé, pour s'assurer qu'il y a des formations en quantité, en qualité et aux endroits où on en a besoin.
en, en cohérence ou en correspondance avec les besoins qu'on a donc estimés dans le programme Match. Ce qui ressort de ce travail, c'est que des formations, il y en a beaucoup. Souvent, ce sont des formations qui sont pas spécifiques au nucléaire d'ailleurs, ou qui ont euh, Hélène Badia, la présidente de l'UMN, parle tout le temps de coloration nucléaire des formations. C'est-à-dire que vous faites une formation normale je sais pas moi, de soudeur, et puis à un moment donné, vous avez un module pour les particularités du nucléaire. Et donc, globalement, ça forme surtout à l'industrie. Des formations, il y en a beaucoup. L'enjeu, et vous pouvez discuter avec les organismes de formation, c'est de les remplir, ces formations. Et donc, on a un sujet d'attractivité vers les métiers de l'industrie, comme je disais en ouverture, beaucoup vers les métiers de l'industrie, vers les filières courtes. Alors, ce que j'appelle les filières courtes, par opposition aux filières d'ingénieurs en bac plus 5 ou doctorat, mais des filières déjà en bac pro ou en bac plus 2, on a beaucoup de besoins et ça, il y a un enjeu d'attractivité, évidemment des femmes, des jeunes femmes, des femmes en général, qui sont très minoritaires dans l'industrie en général, dans le nucléaire encore beaucoup trop. Donc tout ça, ça fait partie d'actions, d'interaction avec la société pour que les gens puissent se projeter dans des carrières au sein du nucléaire. Vous avez tout ce qui est reconversion, évidemment, et c'est évidemment un vecteur important. Et alors, je disais qu'en complément, quand les gens ont franchi la porte des entreprises du nucléaire, le but, c'est qu'ils deviennent opérationnels, qu'ils deviennent efficaces le plus vite possible. Et pour ça, on a un volet, on mène un projet particulier qui fait partie de ce plan d'action des compétences conduit par l'UMN, qu'on a appelé le projet Coach, et qui se concentre sur le compagnonnage, sur l'accélération du compagnonnage. Parce qu'en fait, les entreprises, évidemment, font déjà du compagnonnage. Hein, elles associent un expérimenté avec un junior, au sens de l'expérience. Hein, ça peut être quelqu'un en reconversion. Donc des techniques de compagnonnage, les entreprises les vivent. Simplement, l'accélération fait qu'on a besoin, là aussi, d'industrialiser, de partager les pratiques, de se donner des référentiels. Et puis, il y a un enjeu économique associé. C'est-à-dire que recruter beaucoup de monde, ça veut dire que vous avez plus d'effectifs qui n'est pas encore complètement productif. Ça pèse sur les bilans des entreprises. Donc ça, faut aussi l'estimer et partager les pratiques et accompagner les entreprises pour pour les aider à assumer cette montée en puissance. Merci. Donc, vous avez parlé en particulier d'études un petit peu régionales et de l'impact régional des formations, enfin la dissémination plutôt régionale des formations. Et on aimerait vous demander quelle incidence aura, pour rentrer un peu plus dans le détail, la relance du nucléaire sur l'emploi au niveau régional durant les phases de construction et même après. Alors, quand on pense au nucléaire, on pense souvent aux grandes installations nucléaires de base, donc aux réacteurs nucléaires, aux installations d'Orano à La Hague ou à Tricastin. Évidemment, ce sont des bassins d'emploi majeurs, ce sont les fiefs du nucléaire. Vous avez aussi des usines qui sont réparties dans tous les territoires. Moi, je rends visite le plus fréquemment possible aux entreprises membres du GIFEN. Je peux aller à peu près dans n'importe quel département, je vais trouver 2, 3, 4 entreprises de la filière. Il y a une région où il y a où il y a pas d'installation nucléaire de base et qui est pourtant très nucléaire, c'est la Bourgogne, puisque vous avez toutes les installations, enfin beaucoup d'installations de Framatome notamment et autres. Donc c'est très réparti. Le programme de construction, il va se traduire par des grands chantiers, hein, si on parle des réacteurs, mais ça sera vrai aussi à La Hague le moment venu. Mais donc des grands chantiers, on sait que la construction de 2 EPR2 à Penly, ça représente à peu près 7 à 8 000 emplois pendant la construction. Donc c'est évidemment un challenge à plusieurs égards d'ailleurs, d'organiser le chantier, de faire venir le monde, d'organiser la société, enfin la vie, je dirais, autour de ce chantier, accueillir les gens, les loger, etc. Mais l'impact dépasse le chantier, c'est-à-dire que la croissance dont je parlais tout à l'heure va se traduire dans les différentes usines, dans les différents centres d'activité, les centres d'ingénierie. On sait qu'il y a beaucoup d'activités dans l'ingénierie à Lyon, par exemple, de plus en plus.
Donc l'emploi, c'est un peu partout. Et moi, il y a un point auquel je suis très attaché, c'est ce que j'aime bien appeler l'usine de la sous-préfecture. C'est-à-dire qu'on a vécu il y a quelques années, quelques dizaines d'années, euh, la disparition des usines des villages. On a connu des usines dans les villages qui étaient le moteur économique du village. Et ces usines, elles ont disparu ou leur activité a beaucoup décru. Et ce qui est resté encore récemment, c'est ces usines dans les chefs-lieux de canton, dans les sous-préfectures. Et ben dans le nucléaire, on en a beaucoup des usines comme ça dans les sous-préfectures. Et l'enjeu de la relance, c'est aussi de maintenir cette activité d'entreprises qui sont souvent familiales, qui sont des PME ou des grosses PME de quelques dizaines, quelques centaines de personnes, qui représentent des emplois stables, des emplois industriels, et qui peuvent pas être remplacés intégralement par le tourisme ou l'activité dans l'hôpital. Enfin, pour qu'il y ait un hôpital, une boulangerie, une pharmacie, c'est quand même bien qu'il y ait une usine. Voilà. Et donc ça, la relance du nucléaire, ça va aussi se traduire par ça, par la pérennité de ces implantations-là. D'accord, merci. Euh, concernant le déploiement du programme nucléaire par les industriels, est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence avec d'autres grands programmes français? On a vu par exemple la fonderie pouvait aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a un risque de concurrence avec les programmes nucléaires aussi étrangers, plus Non, parce qu'on évidemment? est plus sympa, en fait. Donc, il n'y a aucune chance. Non, je plaisante, mais euh, c'est vrai que le réflexe, c'est de mettre en opposition les programmes. Euh, mais c'est pas comme ça que les industriels le voient, en fait. Les industriels, ils ont besoin de remplir leur carnet de commandes. Et en fonction de la visibilité qu'ils ont et de la sécurité qu'ils ont avec un carnet de commandes, ils peuvent faire des plans d'investissement. Ils peuvent aller voir leurs banquiers, leurs actionnaires et construire l'histoire, en fait, de leur développement. Et donc, avoir plusieurs cordes à leur arc, et en particulier les entreprises de la filière nucléaire qui se sont développées à l'époque de la construction du parc. Beaucoup ont continué à travailler évidemment sur l'exploitation du parc, mais ont poursuivi leur développement dans d'autres segments. Ça veut dire qu'ils ont des secteurs qui sont potentiellement asynchrones. Et cette complémentarité-là, elle est très bénéfique en fait pour stabiliser leur charge. S'il y a une accumulation, la visibilité, la fiabilité dans les plannings permet d'avoir des carnets de commandes plus remplis. C'est vrai des programmes internationaux. Enfin, si on va faire des réacteurs en République tchèque, clairement, ça va remplir les carnets de commandes des entreprises françaises et ça va les aider à investir dans une ampleur dont le programme français bénéficiera. En fait, on est de toute façon dans le nucléaire sur des volumes qui sont restreints à la base. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des entreprises travaillent partiellement pour le nucléaire et aussi beaucoup pour d'autres segments. Donc, enfin, le problème n'est pas un problème de capacité, il est un problème de visibilité, de carnet de commandes pour pouvoir déclencher les investissements nécessaires pour la modernisation et l'augmentation de la capacité pour répondre à ces besoins. Donc, deux enjeux. Un, de la fiabilité dans les plannings, parce que c'est ça qui permet de coordonner en fait de coordonner les besoins entre les différents segments. Je vais prendre un exemple. Le génie civil dont on aura besoin à Panly, aujourd'hui, il est très occupé sur le Grand Paris. Bon, bah, pour peu que les choses se goupillent bien, c'est-à-dire qu'on ait de la visibilité, les entreprises concernées vont pouvoir vous voyez, basculer des compétences d'un secteur à l'autre. La deuxième condition qui pour moi est fondamentale, c'est de faire en sorte que le nucléaire, euh, comment dire, euh, maîtrise ses spécificités. C'est-à-dire, plus on ramène les spécificités du nucléaire au strict nécessaire, plus on réduit la barrière au transfert des compétences d'un segment à l'autre. Et plus on peut bénéficier de gens qui vont travailler pendant quelques années ou quelques mois dans l'aéronautique, dans la défense, dans l'automobile, dans la pharma ou dans la construction, et venir dans le nucléaire et retourner. Si on entretient des spécificités excessives, évidemment, la barrière à l'entrée rend ces transferts plus difficiles. Et dans ces cas-là, on entretient évidemment une situation de concurrence entre secteurs. D'accord.
Et on n'a pas du tout abordé le sujet des SMR, mais justement, puisqu'on parle de spécification, est-ce que l'industrie française sera en mesure d'aborder en même temps les chantiers sur les EPR2 et de développer les SMR dans le cadre quand même d'une concurrence internationale assez forte? Oui, mais je pense que c'est pas là encore, c'est pas une opposition, c'est très complémentaire en fait, et c'est pas la même constante de temps. C'est-à-dire que on a besoin de beaucoup de capacités d'énergie pour faire face à la transition énergétique, enfin, au développement économique sur la base d'énergie qui se passe de carbone, enfin qui se passe des énergies fossiles. Donc pour ça, il faut exploiter la technologie disponible et le faire le plus efficacement possible, le plus vite possible. Et la technologie disponible, ce sont les réacteurs de forte puissance. J'ai parlé de densité au départ. L'effet de taille est évidemment, on voit bien le sens de l'histoire depuis des décennies. L'effet de taille répond en grande partie à ce besoin de beaucoup d'énergie rapidement. Et en même temps, il s'avère qu'on explore ou qu'on réexplore certaines technologies, certains types de réacteurs, et surtout les modèles d'activité nouveaux par rapport à ce qu'on a fait depuis des décennies à travers les SMR. Moi, ça me paraît parfaitement compatible, ça me paraît parfaitement complémentaire. J'aurais même envie de dire, vu les enjeux climatiques, de souveraineté, est-ce qu'on a vraiment le choix que de faire l'ensemble? Je pense évidemment qu'on a besoin de faire les deux et de le faire de manière complémentaire avec l'entretien de l'infrastructure existante le plus longtemps possible, avec le développement des énergies complémentaires renouvelables, du stockage. Enfin, faut pas avoir d'état d'âme. Il n'y a pas de concurrence entre ces efforts-là. On n'a pas le choix. Il faut les faire. Ou en tout cas, euh, on, on prendrait plus de risques à ne pas le faire qu'à le faire. Je me permets de rajouter une question sur les SMR. C'est dans quelle mesure le développement des SMR est pris en compte dans le rapport match? Alors, dans le rapport de l'année dernière, il l'était pas, très clairement, pour deux raisons. Alors, une raison toute, c'est que les porteurs de SMR ne nous avaient pas donné d'informations. Donc, on ne pouvait pas les inventer. Ceci dit, dans une vision à 10 ans, l'année dernière, on se disait, bon, l'impact, il n'est pas forcément phénoménal sur l'activité en France. Là, on va intégrer dans la mise à jour de cette année des informations de la part des développeurs de SMR. D'abord parce que dans l'intervalle, on a mis en place pour eux, pour les développeurs de SMR, un club qu'on a appelé le club France Réacteurs Innovants. On leur avait demandé à l'été dernier, est-ce que vous avez envie qu'on fasse un espace pour que vous partagiez des choses? Ils avaient dit oui, d'accord. Donc à l'automne, on leur a demandé quoi? Donc on a travaillé sur quoi? Et maintenant, on a un espace où on peut travailler ensemble avec eux. Et cette communauté, elle est beaucoup plus mature aujourd'hui pour partager de la visibilité sur les plans de charge associés au SMR. Et donc, on va pouvoir l'intégrer. Et ça va faire partie de la visibilité un peu plus complète. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Voilà. on va pouvoir passer aux questions de la boîte à questions que vous nous avez adressées en amont du webinaire. Donc, la première question est la suivante. Le gouvernement a annoncé 14 EPR2, mais il semble que personne ne sait comment ils seront financés. Toute l'industrie semble attendre avant d'engager les investissements indispensables et toute une génération attend avant de s'engager professionnellement dans la filière. Comment pensez-vous que cela sera financé? Comment pensez-vous que cela va évoluer? Il y a un terme là enfin moi que je partage pas, c'est tout le monde attend. En fait, on n'attend pas du tout. La dynamique est là vraiment. Simplement, ça peut donner l'impression d'être long parce qu'évidemment, la phase de préparation de l'engagement d'un des plus grands programmes industriels du siècle, c'est quand même de ça qu'on parle pour notre pays. Évidemment, ça se fait sérieusement, mais la dynamique, elle est forte. Enfin, je veux dire, ça pousse. Des candidatures, on en a plein. L'an dernier, alors je vais reciter des chiffres que nos membres illustres ont mentionnés, mais je crois qu'en 2023, Framatome avait dû recruter 2300 personnes, et Orano nous disait qu'il recevait un CV toutes les 2 ou 3 minutes.
Bon. Donc, non, la dynamique, elle est là. Elle est très liée d'ailleurs à l'image. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une société où 50% des personnes que vous interrogez vous disent oui, c'est bien de construire des nouveaux réacteurs, contre 20% qui vous disent bah plutôt pas, évidemment la dynamique, elle porte. Après qu'il y ait un processus de décision, d'engagement, de préparation industrielle, ça me paraît parfaitement naturel. Donc, seconde question, quelles assurances de voir les nouveaux EPR mis en service en temps et en heure et au coût de construction prévu à l'inverse du fiasco de Flamanville? Ah ben, je pense que, en fait, ce qui est devant nous n'a à peu près, ou presque envie de dire, strictement rien à voir avec les conditions dans lesquelles on a lancé puis on a fait le projet Flamanville. Le projet Flamanville, c'est un projet isolé d'un réacteur sans suite. Là, on est en train de regarder, de préparer un programme industriel dont l'objet est de renouer avec l'effet série, avec la standardisation, avec les pratiques industrielles de la performance qui sont nécessaires à la performance et avec comme finalité de reconstituer, j'allais dire progressivement, mais évidemment le plus vite possible, à travers ce début de série, avec cette première série, la capacité à construire des réacteurs efficacement et je dirais même de manière structurelle, c'est-à-dire à une cadence. Hein, on entend dire il faut redimensionner la filière nucléaire pour qu'elle redevienne capable de construire au rythme de 1 à 2 réacteurs par an. Les 14 dont on parlait précédemment, c'est 6 plus 8 jusqu'à 2050. Ça revient à peu près à une cadence de 1 réacteur par an en France. D'ailleurs, on verra bien si c'est 1, s'il y a besoin de plus ou pas. Mais ce qui est important, c'est de lancer la machine, de lui donner une cadence cible. Et ça, les dirigeants de la filière ont évoqué des cadences de 1 à 2 réacteurs. Mais c'est la dynamique industrielle qui permettra de retrouver cette efficacité. Et c'est pas une démonstration ex ante. Oui, bien sûr. Donc, la troisième question rejoint la toute première. Donc, comment les industriels voient la capacité de l'État pour les accompagner? Et je me demanderais aussi quelles assurances voit-il dans les déclarations de l'État? Ben, comment dire? La finalité, le bénéficiaire ultime du programme nucléaire, c'est vous et moi en tant que citoyens. Et donc évidemment, le politique est représentant de cette autorité et il porte la finalité, il porte le pourquoi on fait un programme. Donc et c'est le cas aujourd'hui, on est dans un environnement où les responsables politiques ont dit clairement la volonté de l'État d'avoir un programme nucléaire, se tourne vers nous, vers l'industrie, en demandant sa mise en œuvre et en étant exigeant sur sa mise en œuvre et sur sa performance. Donc ça, c'est à la fois encourageant et très responsabilisant. Et le meilleur soutien, c'est celui-là. Le premier soutien, c'est celui-là, qui est de porter la finalité. Dernière question de la boîte à questions. Ensuite, nous passerons aux questions du chat. Qui n'est pas vraiment une question en réalité. Débattre entre deux options, EPR2 ou Génération 4. Bon. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure entre réacteurs de puissance et SMR. Alors là, il est fait référence au réacteur de génération 4. Donc, évidemment, c'est à la fois des nouveaux concepts qui peuvent être développés. Je pense que les gens ont aussi en tête le fait qu'on a de l'expérience sur des réacteurs qui sont aujourd'hui dits de génération 4. Super Phoenix, c'est de la génération 4 d'il y a 30 ans. Donc, on peut avoir des regrets de ne pas l'avoir poursuivi, mais le fait est que aujourd'hui, c'est une filière dans laquelle on a de l'expérience technique, technologique, scientifique, et qui peut être exploitée en particulier à travers les SMR. Encore une fois, moi, je n'oppose pas les deux. D'accord, merci. Donc, première question que vous nous avez transmise dans le chat. Dans quel pays sont situés les principaux partenaires des industriels français? Le premier cercle de partenariat est européen.
Alors, on va commencer par une glutte européenne, c'est la Grande-Bretagne, parce que le nucléaire britannique, je ne traduirai pas ça en anglais, mais est pas loin d'être français quand même. Donc, on est très très proche dans nos dynamiques. Ça a l'avantage, c'est vraiment l'illustration de l'intérêt du programme partenaire relais en attendant d'avoir la relance en France. C'est-à-dire que c'est ce programme qui a démarré avec quelques années d'avance sur la relance française, euh, ben, tire en fait la dynamique. Et nous, typiquement, GIFEN, avons des relations étroites avec notre homologue, la NIA, la Nuclear Industry Association britannique. Et évidemment, c'est le premier terrain sur lequel il est intéressant d'explorer toute opportunité de partenariat de pair et d'opportunité de constitution d'expérience pour les entreprises françaises pour demain, mais aussi à la limite des entreprises britanniques qui pourraient participer au programme en contribution. Le deuxième cercle est européen au sens continental, où évidemment la filière française représente le gros morceau de la capacité industrielle, mais où il y a des partenariats avec des pays comme la République tchèque, la Pologne, la Suède, la Finlande. J'aurais pu commencer par la Finlande, c'est avec eux qu'on a eu l'expérience la plus marquante ces dernières décennies, et d'autres, puisque vous avez de mémoire 14 pays qui se sont alliés politiquement en faveur du nucléaire, c'est quand même majoritaire dans l'Union européenne. Donc des partenaires naturels, on les a en Europe. C'est important qu'on partage avec eux à la fois notre visibilité, notre plan de charge, notre match, en gros. C'est aussi important que l'on favorise le développement de partenariats de pairs entre les entreprises des différentes filières, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, création d'opportunités, élargissement des capacités. Et puis après, vous avez des pays dans le monde qui, naturellement, sont des points d'attention. Enfin, vous pouvez pas faire du nucléaire aujourd'hui sans regarder la Chine. Ça me paraît évident que aujourd'hui, la dynamique depuis maintenant plusieurs décennies sur la construction neuve est en Chine. Et il s'avère que nous avons, nous Français, un partenariat avec nos homologues chinois depuis 40 ans. On a commencé ce partenariat précisément parce que on avait un modèle intéressant pour eux et que c'était un investissement pour entretenir notre activité de construction neuve pendant qu'on n'en avait plus chez nous. On est au moment où il faut tirer les dividendes. Bon, ben, tirons les dividendes de ce partenariat au mieux que l'on peut. Puis après, vous avez des pays, l'Amérique du Nord, l'Inde, sont des pays, la Corée, sont des pays qui comptent évidemment sur la scène du nucléaire mondial. Donc, pour rester sur les questions internationales, comment le GIFEN travaille-t-il à une supply chain au niveau européen? Bah, je l'ai un peu dit là, on travaille sur des partenariats bilatéraux avec nos homologues dans les pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Et on fait essentiellement deux choses. On partage de la visibilité sur nos plans de charge et nos capacités industrielles, de manière à aller chercher les synergies, les compléments dont je parlais. Et la deuxième chose, c'est qu'on favorise la rencontre, ce qu'en bon français on appelle le matchmaking, entre les entreprises de la filière française et leurs homologues, de manière à ce que finalement toute la filière puisse accéder à des ressources complémentaires dans des pays européens partenaires, plutôt via les homologues, plutôt qu'en mettant en concurrence les entreprises françaises avec leurs homologues étrangers. Parce que quand vous êtes un client, si vous voulez acheter à un Français ou acheter à quelqu'un qui a une autre culture, on n'est pas tout à fait le même risque. Donc, s'assurer que votre fournisseur domestique est capable de servir de vecteur pour accéder à de la compétence complémentaire à l'étranger, ça a de la valeur. Et comme en plus, vous avez en tant que client une supply chain à peu près complète, à peu près est une facilité de langage, parce que une filière complète dans laquelle vous avez la chance d'avoir à peu près tout le temps 2 ou 3 fournisseurs au moins. Donc vous pouvez vous permettre en fait de travailler avec cette filière-là et de la pousser à aller chercher des homologues. Donc c'est essentiellement ça qu'on fait avec nos partenaires européens. Puis après, entre industriels,
on travaille aussi, comment dire, ensemble à interagir avec l'environnement sociétal et politique supranational européen. Dit autrement, on va ensemble à Bruxelles. Voilà. Encore une question sur l'international. C'est Alstom qui est toujours scindé en deux avec les turbines détenues par les États-Unis. Est-ce que ce point-là remet pas en cause notre souveraineté nucléaire? Alstom, ils font des trains. Hein. Non, je plaisante. Bon, Belfort, moi je sais pas comment les appeler en ce moment, mais on a la chance d'avoir l'un des meilleurs turbiniers sur notre territoire à Belfort. C'est évidemment un atout majeur dans le jeu complet de la filière française avec la technologie Rabel qui est à la pointe depuis maintenant des années. Donc voilà, ça fait partie des atouts. Après, le contexte particulier, moi je peux pas le commenter. Enfin, on va voir comment les choses évoluent, mais les usines sont là, les compétences sont là, et c'est pas complètement un hasard si le programme a été symboliquement lancé devant une turbine Arabelle. D'accord. Encore une question sur ce thème-là, on a une question sur notre dépendance aux importations. Donc, y a-t-il des secteurs de la supply chain pour lesquels nous dépendons de matériaux de base, d'importation de câbles, de contrôle commande informatisé? Quelles sont nos dépendances à l'import vis-à-vis de ces différents secteurs? En fait, on a un peu de mal à trouver des sujets de dépendance. Encore une fois, je distingue la dépendance du fait d'être ouvert à des partenariats ou à de l'import. Hein. Mais bon, évidemment, comme n'importe quelle industrie, les microprocesseurs sont pas faits en France. Ça, c'est évident. Donc, mais sinon, en termes de matériaux, il y a pas de dépendance majeure. Il y a un enjeu de traçabilité, il y a un enjeu d'efficacité dans l'approvisionnement des matériaux, mais c'est pas un enjeu de dépendance à mon sens. On va peut-être rester maintenant, enfin passer sur le programme. Première question, quel est l'impact du retard annoncé par EDF dans la finalisation de la conception des EPR2? Je le disais tout à l'heure, on est dans une phase de préparation avant l'engagement. Moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est qu'on est en train de faire la revue du bateau avant de prendre la mer. Donc, quand on aura pris la mer, on aura pris la mer. On fera la traversée de l'Atlantique. On reviendra pas au port en se disant on oublie un truc. Donc, cette phase-là, elle est absolument fondamentale. Et moi, je me réjouis qu'elle de la dynamique collective derrière cet effort de préparation avant de se lancer vraiment. Ça serait inquiétant de se précipiter, très franchement. Et en termes d'impact, est-ce que ça annonce un début de retard? Je sais pas, je peux pas faire de commentaires de pronostics si vous voulez. On est en train de parler d'un programme qui va se dérouler sur des dizaines d'années. Le premier projet va permettre de reconstituer une référence pour pouvoir ensuite dupliquer, pour ensuite accélérer, s'améliorer. Donc dire précisément à quelle heure on arrivera au bout de la première étape, je me hasarde pas à ça aujourd'hui. On a pas mal de questions qui concernent vos pronostics, mais par exemple, beaucoup de questions reviennent sur le nombre de réacteurs qu'on sera capable, une fois la filière mise à niveau et les premiers EPR construits, quel sera le nombre d'EPR qu'on sera capable de construire par an et quelles seront les potentielles capacités d'export? L'objectif qui a été évoqué d'être capable de construire 1 à 2 réacteurs par an, moi, me paraît parfaitement atteignable, pour peu que l'industrie s'aligne sur cet objectif-là et du coup s'organise et concentre les investissements nécessaires dans les capacités, dans les circuits entre
un partenariat entre entreprises, ça me paraît pas du tout inatteignable. On a été capable de construire jusqu'à 5-6 réacteurs certaines années, enfin mettre en service, pardon, 5-6 réacteurs certaines années. On doit être capable de construire à un rythme qui permette de mettre en service 1 à 2 réacteurs. Alors, encore une fois, le 6 plus 8 correspond à un objectif de cadence de 1 réacteur par an. Si dans 5 ans, dans 10 ans, on se dit, ah bah finalement, c'est pas 1, c'est 1,5 ou c'est 0,7, enfin, c'est plus facile de s'ajuster avec une cible à 1 par an que de partir de 0 et de se demander ce qu'on va faire. Et l'export, bah, il vient en complément de ça. Je me répète, il est le bienvenu. Il est même, il est extrêmement utile à plein d'égards en termes de complément de plan de charge, en termes d'ouverture. À tous égards, c'est très bien de faire de faire des projets internationaux. Et j'ajouterais même que la dynamique domestique renforce la probabilité de faire des projets internationaux dans la foulée. C'est exactement ce qui s'est passé quand on est allé en Chine ou en Afrique du Sud à l'époque. On aura une question sur les facteurs sociaux. Comment le GIFEN s'approprie les facteurs sociaux qui sont dans le rapport de l'ASN, je pense, les facteurs sociaux, organisationnels et humains pilotés par l'ASN. Ouais. En fait, on participe aux travaux organisés par l'ASN dans le cadre du COFSO, c'est-à-dire du Comité des facteurs sociaux, organisationnels et humains, au même titre que les organisations syndicales, quelques représentants d'industriels, etc. Et c'est toujours très intéressant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la performance réside dans l'efficacité organisationnelle, dans l'efficacité systémique très largement. Et donc, que l'ensemble des acteurs soient comment dire, mobilisés sur l'optimisation de l'organisation et donc des facteurs sociaux me paraît extrêmement bénéfique et surtout quand on arrive à, comment dire, à travailler en même temps, mais vraiment les deux pour moi vont ensemble, sur la conformité, la sûreté, la rigueur et la performance. En fait, les deux vont de pair. Donc on y travaille avec beaucoup d'enthousiasme et effectivement, ça sera des leviers d'optimisation organisationnelle et donc d'optimisation de l'efficacité qui sont absolument cruciaux. D'accord. Donc le GIFEN On y participe au participe. dialogue et en même temps travaille avec Aux travaux, aux travaux. Les travaux, oui. C'est aussi un enjeu d'attractivité et de fidélisation dans la filière. C'est-à-dire que c'est évident que les gens qui sont bien dans leur boulot, dans leur organisation, qui sont dans quelque chose d'organisé de manière efficace, ont bien plus de chances de rester. Donc c'est vraiment l'intérêt de tous de travailler sur ces facteurs dits sociaux. Une question également sur l'intégration des sous-traitants et leur statut. Donc les grands chantiers se feront majoritairement par les sous-traitants. Ne pensez-vous pas qu'ils devraient bénéficier d'un statut unique au lieu d'être soumis à la convention désavantageuse de leur entreprise? Aujourd'hui, vous avez globalement 3 et 4 conventions collectives. Vous avez la convention des entreprises spécialisées dans l'électricité, enfin les industries énergie électrique et gazière. Vous avez la métallurgie, mine, et vous avez l'ingénierie. Vous avez le génie civil, ça doit être une convention collective, si je dis pas de bêtises. Mais j'en dis peut-être. Je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises de la filière, elles sont pas monosectorielles. C'est-à-dire que la plupart travaillent pour le nucléaire et pour d'autres secteurs. Donc forcément, elles appartiennent à une convention collective qui correspond à leur métier. Et leur métier, c'est d'être chaudronnier, c'est d'être fabricant de robinet avant d'être fabricant de robinet pour le nucléaire. Oui. Donc et très franchement, j'ai pas identifié que ça soit un frein. Ça n'empêche pas de comment dire d'être vigilant aux cohérences, aux éléments de cohérence. Je suis pas en train de rejeter la question du tout. Hein. C'est évidemment c'est important d'assurer les cohérences dans la filière, mais forcément les entreprises appartiennent
à des conventions collectives ou à des organisations professionnelles qui correspondent à leur profession. Et nucléaire, c'est pas une profession. Nucléaire, c'est le secteur que ces professions servent. Et donc, une question un peu technique, c'est quel rôle pour ces sous-traitants euh, sur les installations, précisément en situation de crise majeure? Je pense que la personne s'inquiète. Quel rôle pour les sous-traitants en En cas de... situation de crise majeure. C'est-à-dire que C'est difficile de répondre sans savoir à quel type de crise on fait référence. j'imagine en cas d'accident, la dépendance à des sous-traitants peut inquiéter. Bah, ce que je peux vous dire là-dessus, peut-être, je voudrais pas faire de langue de bois, mais évidemment que la responsabilité incombe d'abord à l'exploitant et que l'exploitant ne travaille pas tout seul. Il travaille avec un écosystème, avec une filière. Et nous, le GIFEN, notre travail, c'est de faire en sorte que cette filière, elle fonctionne comme un ensemble cohérent, solidaire. Et donc, je fais assez peu la différence, en fait, quant à l'implication des acteurs. Évidemment, tout ça, c'est sous la responsabilité de l'exploitant. Donc Je suis désolé si je réponds à côté, mais la question est un petit peu vague. une question sur le thorium, la place que prend le thorium dans les programmes et chez les industriels. Est-ce que c'est considéré comme un chantier prioritaire ou seulement annexe ou encore comme inutile? Je ne sais pas. Je sors de mon domaine d'expertise et je ne suis pas capable de commenter les projets au thorium. Je suis désolé. Euh, J'ai une question sur les... Certains jeunes en formation apprenti bac pro technique ont beaucoup de mal à trouver des entreprises d'accueil. À qui s'adresser? Donc là, on peut renvoyer. Alors, je vais faire de la pub. Il faut aller sur le site monavenirdans-le-nucléaire.fr où on a fait l'effort, d'ailleurs en partenariat avec France Travail, Pôle emploi puis France Travail. On a fait en sorte que en tout cas maximum, des offres d'emploi, des offres d'alternance, des offres de stage soient publiées sur ce site, qui est le site de la filière, qui est administré par l'UMN, dont je parlais tout à l'heure, et dans laquelle vous allez trouver aussi des descriptions des emplois, enfin, on raconte les métiers. Et on est en train, alors j'ai plus les échéances en tête, mais l'idée c'est aussi d'inverser le flux, c'est-à-dire que quand vous cherchez un emploi ou un stage, vous puissiez aussi vous exprimer. Alors ça c'est un projet, je sais plus exactement où on en est, mais en tout cas dans la recherche classique d'emploi, vous allez sur ce site, vous avez les entreprises, leurs publications, puis après vous trouvez votre chemin. Peut-être pour terminer. Et n'hésitez pas à aller voir les PME. Elles recrutent aussi, les PME, les ETI. Et c'est très intéressant, on y prend des responsabilités rapidement. Peut-être une précision qui est demandée entre PR et SMR. Certes, pas de concurrence, mais la priorité est bien sur les EPR. Encore une fois, je hiérarchise pas. Enfin, le gros du plan de charge à court terme, c'est effectivement de lancer un programme d'EPR pour ce qui est des réacteurs. Il n'empêche que vous avez une dizaine d'entreprises qui aujourd'hui mettent toute leur énergie pour explorer, mettre au point des nouvelles manières d'utiliser l'énergie nucléaire, et que si elles y arrivent, on en sera bien content. Et voilà. Alors après, effectivement, c'est pas une question de priorité, c'est une question de poids relatif aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et probablement d'horizon. Parfait. Donc il est 19h. Merci à tous pour votre participation active ce soir et les nombreuses questions. Un grand merci Olivier Barre pour ces informations précieuses. Nous vous souhaitons une excellente soirée et vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire en juin 2024. Merci beaucoup Alban, merci à tous pour votre participation. J'étais ravi d'être avec vous et bonne soirée.